J'ai trouvé ça dans le grenier de ma grand-mère. Ça a changé ma vie. Et avec le recul, j'aurais préféré ne jamais l'ouvrir. Bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de faits divers lointains. Je vais vous parler de ma propre famille, de ma grand-mère, Élise, et d'un secret si lourd qu'il a pesé sur 3 générations. Une histoire vraie, enfouie dans le silence, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, dans la manière dont nous appréhendons la confiance, la culpabilité et le pardon. Élise était une femme pleine de contradictions. D'une douceur infinie, elle pouvait aussi se murer dans un silence glacial dès qu'on abordait la guerre ou son passé en général. Mon père lui-même n'osait pas poser de questions. « C'était une période difficile, mon fils », disait-il simplement, baissant les yeux, un regard fuyant qui en disait long sur le tabou familial. Élise avait une façon de caresser ses bijoux, de regarder par la fenêtre, qui disait tout haut ce que sa bouche taisait. Une mélancolie profonde habitait ses yeux que je n'ai compris que bien plus tard. Elle portait toujours un petit quelque chose autour du cou, un médaillon en argent qu'elle ne retirait jamais, pas même pour dormir. Un objet simple, mais dont la valeur sentimentale semblait immense. Quand nous avons dû vider sa vieille maison de campagne après son départ, l'atmosphère était lourde de souvenirs. Chaque objet semblait raconter une histoire qu'elle n'avait jamais osé partager. Les meubles en chêne respirèrent l'histoire, les tiroirs grinçaient et les vieilles horloges semblaient encore marquer le temps d'une époque révolue. C'est moi, l'aîné, le curieux de la famille, qui ai hérité de la tâche de nettoyer le grenier, un lieu que ma grand-mère nous interdisait formellement d'explorer, le qualifiant de trop fragile ou de dangereux. L'air y était rance, chargé de poussière et d'odeurs de lavande séchée et de vieux papier. Le plancher craquait sous mes pieds et une lumière tamisée filtrait par la petite lucarne. C'est là, sous une pile de draps jaunis qui sentait encore son parfum, que je suis tombé sur elle. Une boîte noire, lourde, en métal, froide au toucher, avec de la rouille au coin. Elle n'avait pas de serrure, juste un fermoir complexe, oxydé, qui semblait soudé par le temps. Aucune inscription, aucun nom. Comme si elle avait été dissimulée, pas simplement oubliée, mais activement cachée de la vue de tous, même des membres de sa famille. J'ai senti instantanément que je tenais quelque chose d'interdit, d'important, un morceau de l'histoire familiale que nous n'étions pas censés connaître. J'ai passé 1 heure à essayer de l'ouvrir. J'ai utilisé un tournevis, un marteau, mon poids de tout mon corps. Le bruit résonnait dans la maison vide, presque sacrilège. Mon père m'a même demandé depuis le rez-de-chaussée « Qu'est-ce que tu fabriques là, chaud? Tu vas tout casser !» J'ai répondu que je faisais juste du rangement. Finalement, avec un grincement métallique strident, j'ai fait sauter le fermoir. Le couvercle s'est ouvert sur une odeur de terre humide et de papier moisi. Une odeur de secret qui m'a immédiatement saisi à la gorge. Ce que j'ai découvert à l'intérieur a fait basculer ma réalité et mon regard sur toute ma famille. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas d'argent, juste 3 objets, soigneusement enveloppés dans un tissu de lin abîmé. Un journal intime jauni, daté de 1943, une photo sépia d'un jeune homme que je n'avais jamais vu, avec des yeux tristes et perçants, portant une veste de cuir usé, un médaillon en argent cassé dont une moitié manquait. J'ai alors réalisé que c'était l'autre moitié de celui que ma grand-mère portait au cou, qu'elle caressait si souvent. Le journal était écrit dans une écriture minuscule et nerveuse. C'était celui de ma grand-mère, Élise, quand elle avait 20 ans. Une époque où la peur était le quotidien, où chaque pas pouvait être le dernier. En le déchiffrant page par page, souvent à la lumière d'une lampe de poche tard le soir, je découvrais une vie clandestine, pleine de peur et de passion, une vie que je ne soupçonnais pas. Je pouvais presque l'entendre me parler à travers ses mots. Le jeune homme sur la photo s'appelait Henri Dubois. C'était l'amour de jeunesse d'Élise, pendant l'occupation. L'histoire était belle, tragique, faite de rendez-vous secrets, de murmures et d'espoir. Ils se rencontraient dans une petite grange abandonnée, partageant des rêves d'après-guerre, des rêves de liberté. Ils faisaient penser partie d'un réseau de résistance locale, aidant à faire passer des messages et des personnes. Le journal décrivait la tension constante, le rationnement, la peur des patrouilles allemandes et l'amour qui fleurissait malgré tout. Mais les dernières pages du journal sont devenues une obsession. Elles parlaient d'un secret lourd à porter, d'une décision terrible et d'un lieu énigmatique, le puits des oubliés. J'ai plongé dans une véritable enquête qui a vite pris le dessus sur mon travail et ma vie sociale. Ma première piste, elle a été la photo d'Henri. J'ai écumé les archives municipales, contacté des généalogistes locaux,
Personne ne connaissait ce nom Dubois dans le village de ma grand-mère, juste une famille lointaine de la région voisine. Fausse piste? Non. J'ai fini par comprendre, en relisant une phrase du journal évoquant les précautions nécessaires et le nom de guerre qu'il utilisait un pseudonyme. Les résistants étaient valeureux prudents, et les agents doubles, les Veyman, étaient une menace constante. J'ai ensuite concentré mes recherches sur le Puits des Oubliés. Ce n'était pas un lieu dit officiel. En recoupant les dates, les descriptions vagues de la forêt et d'anciens plans cadastraux que j'ai trouvés aux archives départementales, j'ai localisé un vieux puits abandonné, à l'écart des sentiers de randonnée, non loin de la maison de ma grand-mère. C'était un endroit isolé, parfait pour un secret, un lieu qui, dans la mémoire collective, n'existait plus. La tension montait en moi. Que s'était-il passé? Pourquoi un tel secret? Était-ce lié à un trésor caché, à un crime de guerre, ou à quelque chose de plus personnel et terrible? Je devais savoir. J'ai même interrogé mon père, qui m'a avoué qu'Élise faisait parfois des cauchemars, criant un nom. Victor! Qui était Victor? Un autre résistant? Un collaborateur? L'homme qui l'avait forcé au silence? Mon père n'en savait pas plus. Lui aussi était victime du silence d'Élise. Il m'a raconté qu'une fois, enfant, il avait posé une question sur la guerre et qu'Élise l'avait regardé d'un air si terrifié qu'il n'avait plus jamais osé aborder le sujet. Elle m'a juste dit d'une voix tremblante, « Certaines choses ne doivent pas être dites, mon chéri, jamais !» m'a confié mon père, les larmes aux yeux. Le silence était devenu la norme dans notre famille. Un héritage invisible qui nous contaminait tous, une angoisse inconsciente qui planait sur nos vies. Une nuit, incapable de dormir, je suis retourné à la maison de campagne. J'ai pris une pelle, ma lampe torche, et je me suis enfoncé dans cette forêt, maintenant familière, mais toujours aussi menaçante dans le noir. C'était effrayant. Chaque craquement de branches, chaque bruissement de feuilles me faisait sursauter. Le vent soufflait dans les arbres, ressemblant presque à des plaintes étouffées, les voix des oubliés. La lune se reflétait dans l'eau sombre du puits. J'ai creusé là où le journal l'indiquait, sous une vieille pierre tombée. Exactement là où Élise avait décrit un point de non-retour. Et j'ai trouvé la deuxième boîte. Une petite boîte en bois, presque pourrie par l'humidité, mais étrangement protégée par un morceau de tôle. Je l'ai ouverte sur place, mes mains tremblantes éclairées par ma torche. À l'intérieur, il y avait juste une lettre, pliée avec soin, et l'autre moitié du médaillon qui s'emboîtait parfaitement avec la première, formant un cœur brisé. La lettre, écrite d'une main ferme malgré la détresse, révélait la vérité que ma grand-mère avait eue toute sa vie. Elle était signée Victor. Henri n'était pas seulement son amour. Il était un résistant, un chef de réseau, activement recherché par les Allemands et leurs collaborateurs français. Un jour, les soldats allemands ont arrêté Élise. Dans la pièce se trouvait aussi Victor, un officier de la Gestapo française, un collaborateur notoire qu'il aimait secrètement, d'une manière tordue et possessive, typique de ces hommes tiraillés entre idéologie et humanité. Il lui a montré Henri, torturé, et lui a dit que si elle ne donnait pas l'emplacement de la prochaine réunion, il la tuerait sur le champ, elle et ses parents. Prise de panique, forcée à un choix impossible, elle a cédé. Elle a donné le lieu de la grange où Henri se cachait. Cette information a mené à l'arrestation de tout le réseau et à l'exécution sommaire d'Henri et de ses camarades. Victor, rongé par une étrange culpabilité, ou peut-être par une volonté de contrôle ultime, lui a laissé l'autre moitié du médaillon et a promis de la protéger, à condition qu'elle se taise pour toujours. C'était un chantage moral horrible, une chaîne invisible. Ma grand-mère a survécu à la guerre grâce à ce pacte, mais a vécu dans l'ombre de ce secret. Elle a épousé mon grand-père, un homme bon qui n'a jamais su le poids qui pesait sur les épaules de sa femme. J'ai refermé la lettre, le cœur serré. Ma vision de ma grand-mère, cette femme si douce, a basculé. Ce n'était pas seulement une victime, c'était une survivante hantée par un choix atroce, prisonnière d'un secret de guerre qu'elle a gardé toute sa vie. Mon père lui-même n'en savait rien. Le silence d'Élise n'était pas de l'indifférence, mais une protection. J'ai décidé de ne pas toucher à la boîte noire ou à son contenu. Je les ai laissés là, dans la forêt, pour qu'Élise, Henri et Victor puissent enfin reposer en paix, leurs secrets réunis dans l'oubli de la terre. Mais j'ai gardé la lettre et les médaillons, symbole de cette histoire tragique et complexe. Cette histoire m'a fait réaliser une chose profonde. Nous pensons connaître nos proches,
Mais chacun d'entre nous porte des secrets, des histoires inachevées, des choix qui définissent toute une vie. L'histoire que nous pensons connaître n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Nos familles sont des énigmes complexes, et parfois, la vérité est plus déchirante que la fiction. La leçon de vie que je retire de cette incroyable découverte est simple, mais essentielle. Le poids des mots des non-dits peut être plus destructeur que la vérité elle-même. Communiquer, partager nos fardeaux et faire la paix avec notre passé est crucial pour avancer, pour nous et pour les générations futures. Le silence, bien qu'intentionnellement protecteur, peut causer des angoisses et des troubles inconscients aux générations suivantes. Il est important de briser le cycle, de parler pour guérir et de se souvenir de l'histoire pour ne pas la répéter. Avez-vous des histoires familiales mystérieuses? Des secrets que vous avez découverts, mettant ici? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vraie vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Commentez vos réflexions et vos propres expériences. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Storyday et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Storyday.